mais je suis très exigeante à qui je donne du temps, de l'énergie et de l'amour. Parce que ça, c'est les 3 choses les plus précieuses que j'ai dans la vie. Le temps, personne ne peut me le rendre. L'énergie, personne ne peut me le rendre. Et l'amour, il ne faut pas salir l'amour que je donne. Eh ben, la rencontre, t'es pas prêt, c'est une exclue. C'est Jonathan qui m'écrit sur Instagram et au début, je l'envoie chier. Il m'envoie un message pour me dire « Hello, ça va ?» Un message très simple. On a un projet sport et tout, ça te dirait d'en faire partie. Très simple, il me dit rien de spécial. Oh, je lui ai répondu. Alors, merci, mais je fais déjà du sport et puis c'est pas la petite grosse que vous allez coacher pour perdre du poids, notoriété ou pas, ça m'intéresse pas en fait. Il y a des gens qui sont en situation de détresse et qui ne le savent pas et qui se montrent sur les réseaux sociaux. Et peut-être, Mila, ça nous regarde, peut-être que c'est le cas. Arrête de te récompenser avec de la bouffe, tu n'es pas un chien, t'es pas moche, t'es juste grosse. Comment t'entends les phrases prononcées par ces utilisatrices des réseaux sociaux? Ah, ça me trigger, tu vois, ça m'a ramené à mon adolescence. Ça me... Excuse-moi. Parce que t'entendais ça. Bonjour Harmonie Albertini. Bonjour Samzira. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ben oui, ça va super bien. Oh, t'as toujours le sourire quand je te vois. T'es toujours au top du top. Ça fait plaisir. Vraiment, merci infiniment pour ça, Harmonie. Rappelez-vous, Harmonie était venue nous voir l'année dernière pour son premier livre intitulé Bordel, soyons libres. Et aujourd'hui, Harmonie vient nous parler de son nouvel ouvrage qui s'appelle cette fois-ci L'amour est un choix. Harmonie, tu nous promets, tu nous partages 4 clés selon toi pour déverrouiller notre cœur, pour pouvoir s'ouvrir à l'amour. Il y aurait donc 4 clés pour apprendre à aimer, aimer sans attendre, ne rien faire qu'apprendre. On apprend quand même beaucoup de choses dedans. Énormément, je l'espère. J'ai tout fait pour. Ah bah oui. J'ai mis mes tripes dans ce livre. Alors, 4 clés. Pourquoi 4 clés? Qu'est-ce qu'on apprend au travers de ces 4 clés, grosso modo? Et après, vous vous doutez, je vais aller dans le détail. Bien sûr. On apprend à identifier pourquoi j'ai le cœur qui est fermé comme ça, pourquoi j'ai peur d'aimer. On apprend à se débarrasser, à se libérer, ça ne m'appartient pas. On va reconstruire et puis on va aussi manifester, être dans cette vibration d'amour, créer une nouvelle réalité et on va aussi apprendre à se donner, à donner et à recevoir de l'amour. Pourquoi, Harmonie, c'était une suite logique pour toi de parler d'amour après avoir parlé de liberté? Toute ma vie, j'ai eu des relations amoureuses chaotiques, toxiques, comme on aime bien dire, là, c'est la mode de dire le mot toxique, chaotique. Ça m'a profondément changé. En vrai, c'est comme si j'avais pris toutes mes relations amoureuses à chaque fois pour apprendre quelque chose, pour passer un step dans ma vie. Et donc, il était logique que je parle d'amour, non pas que dans la relation amoureuse, je parle aussi d'amour de soi, mais aussi parce que je pense que de parler d'amour, c'est presque un choix politique. Aujourd'hui, on peut choisir d'être dans l'amour, dans la peur, dans le mépris, dans le jugement, ou justement dans cet accueil et de voir les choses avec un nouveau regard. Donc pour moi, c'était évident de parler d'amour. Je trouve que c'est un sujet dont on parle que dans le couple, mais en fait, c'est l'essence de notre vie, en fait. Comment passer de la liberté à l'amour, Harmonie? Faut-il être libre pour aimer ou alors faut-il aimer pour être libre? Je pense que c'est les deux. En réalité, quand tu cherches plus de liberté, déjà, c'est totalement subjectif, la liberté. Mais en tout cas, c'est se libérer des choses qui, toi, entravent ton bonheur. Quand tu te libères de ce qui entrave ton bonheur, donc c'était le cas pour moi, oui. Donc le regard des autres, le jugement que j'ai sur mon corps, les relations qui sont malsaines, quand je me libère de ça, de ce que je pense mériter, de ce que je pense que je suis, eh bien, j'alimente aussi un système d'amour envers moi. Parce que plus je me sens libre, et puis c'est une preuve d'amour pour moi-même. Et donc que je suis capable d'alimenter pour moi et pour le monde. C'est la même chose dans l'autre sens. Plus je vais aimer et plus je vais être libre. L'amour, c'est ce qui rend libre, c'est la peur qui emprisonne. L'amour, ça rend libre. Mais comment ne pas être enfermé dans l'amour? Comment se libérer d'une relation amoureuse qui est enfermante pour le coup? Eh ben déjà, c'est de comprendre c'est quoi l'amour pour moi. Parce qu'il y a plein de gens qui ne savent même pas comment ils définissent pour eux-mêmes l'amour. Ils suivent un schéma, des fois c'est le schéma parental ou de la société, les conditionnements sur l'amour, ça devrait être ça, ou s'aimer. Oui, mais pas trop. Tu sais, il y a ce truc de faut pas trop s'aimer, sinon c'est arrogant. Ou alors c'est narcissique. Voilà, alors que c'est pas du tout ça dont on parle. On parle pas. Dans l'amour, il y a de l'humilité, en réalité. Je pense que c'est important de sortir de ces systèmes et déjà de se dire, mais c'est quoi pour moi l'amour? C'est quoi pour moi un couple? Et déjà, juste cette question, ça permet déjà d'avoir un nouvel angle et de se dire, en fait, je me rends compte que ce que je crois, c'est ce qu'on m'a imposé, peut-être. En fait, on se pose beaucoup de questions qui sont compliquées. Ouais. Mais on se pose jamais de questions simples. Et là, tu viens de poser une question simple. Oui. C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour pour toi?
qui est en train de nous regarder. Ouais, exactement. C'est quoi l'amour pour moi? Est-ce que dans mon couple, est-ce que je m'aime? Est-ce que j'aime mon partenaire? Est-ce que c'est une illusion de l'amour? Comment savoir si on aime vraiment? Comment savoir si l'amour est un choix? Alors qu'on dit généralement que quand on tombe amoureux, on ne l'a pas choisi et qu'on est enfermé par ces sentiments qui nous guident. Je vais te dire un truc très simple. Combien de personnes j'ai pu voir en relation, moi y compris, où on sait qu'on aime quelqu'un, même ça peut être quelqu'un de notre famille aussi, hein, pas forcément dans le couple. Mais pourquoi pas? Prenons le couple, ça parle à beaucoup de gens. Parce que le couple, c'est un peu la représentation rejouée de la relation avec le père, la mère, en réalité. C'est le modèle qu'on en a. On peut aimer quelqu'un et être profondément malheureux avec cette personne, et donc du coup devoir partir. Pourtant, on peut avoir des sentiments amoureux pour cette personne. L'amour, le choix que l'on fait, c'est l'amour qu'on fait, le choix qu'on prend pour nous-mêmes. Je peux aimer quelqu'un où je ne sais pas pourquoi j'aime cette personne et je suis attachée à elle. Je sais que je peux aussi être attachée à un schéma toxique, une représentation que rejoue cette personne avec moi, d'accord, l'image du père par exemple. Mais je peux aussi décider de me dire parce que je m'aime, je vais arrêter ce schéma. Pourtant, j'aime aussi cette personne, mais je sais qu'elle n'est pas en capacité de me donner l'amour que moi je veux me donner déjà à moi. Tu vois la différence? Je pense qu'il ne faut pas prendre la fatalité de si j'aime quelqu'un, ça veut dire que c'est la personne qui est destinée dans ma vie. Non, je pense qu'on peut aimer quelqu'un et que ça ne marche pas. Et il y a des personnes qui ne sont pas destinées pour nous à des moments donnés de notre vie, mais qui le sont peut-être aussi à d'autres. Exactement, mais je pense qu'il n'y a aucune rencontre qui est mauvaise ou qui est hasardeuse. Toutes les rencontres vont, en tout cas si on décide d'emprunter la résilience, toutes les relations ont un sens. Toutes les relations que j'ai eues, même les plus terribles, m'ont appris des choses sur moi extraordinaires qui font qu'aujourd'hui, je suis affûtée pour comprendre mon intuition, me faire confiance, choisir les bonnes relations, avoir un entourage peut-être restreint mais de qualité, choisir la paix et la douceur dans ma vie, me couper de mes schémas. Si je n'avais pas eu ces relations-là, en fait, j'aurais peut-être choisi une relation d'une certaine violence que j'ai pu connaître dans mon enfance, que j'aurais réitérée, et puis je me serais dit, en fait, c'est juste ça, je vais être malheureuse toute ma vie, mais en fait, c'est ça l'amour, et j'y peux rien, je dois souffrir. J'ai décidé que c'était autrement. C'est ça à choisir, en fait. Sur ta 4e de couverture, tu dis « À toi qui me lis, tu dis ne plus vouloir aimer, ou que tu n'y arrives pas, ou que l'amour n'est pas pour toi. Tu attends l'amour et tu ne comprends pas pourquoi il n'est pas là. En réalité, tu as fermé ton cœur. » Parce qu'on l'a brisé. Tu n'as plus confiance. Tu n'as plus envie de faire confiance. Sache tout d'abord que je connais tout ça. Mais après m'être perdu, j'ai compris que l'amour a toujours été là et que j'étais celle qui en détenait les clés. Pourquoi on dit souvent que l'amour, il nous tombe dessus alors qu'on s'y attend le moins? Alors que toi, tu te dis qu'il faut le chercher. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue. Attention. Je pense qu'il y a des personnes qui peut-être arrivent à un chemin dans leur vie où tout d'un coup, c'est quand ils lâchent prise, et c'est le cas de mon conjoint actuel, lui il a lâché prise quand il m'a rencontré, donc il n'a pas vécu la même chose que moi. Moi, à l'inverse, dans mon mode de fonctionnement, je pense que j'étais absolument pas assez précis sur ce que je voulais. Je voulais juste, à une époque, je voulais juste pas être seule. Puis après, je voulais juste un homme qui me fasse pas du mal. Mais c'est pas ça réellement, manifester l'amour. C'est vraiment le sentir dans son cœur que cet amour-là, déjà, il faut le comprendre, que l'amour sain, il existe, et y croire profondément. Donc moi, en fait, je l'ai cherché, oui, sans le chercher absolument. Dans le sens où je l'ai cherché dans mon cœur. Pas factuellement dans la vie de tous les jours. Ça n'a pas servi à grand-chose. Je ne me suis pas inscrite sur un site de rencontre, on peut évidemment. Mais je me suis surtout dit, cette personne-là, elle arrive, je sais qu'il est là. C'est ça qui est hyper important, c'est que je l'ai senti dans mon cœur, et je l'explique dans le livre, ces moments bien clés où je ressens, c'est ça la manifestation, hein, c'est y croire au plus profond de soi. Et j'ai travaillé sur le fait de me dire, ok, comment je me sentirais si je me sentais pleinement aimée sainement. Et c'est en pensant à ça, que ce sentiment-là que j'ai ressenti, je me suis dit, c'est ça que je dois trouver dans une relation. Et je savais que ça existait, parce que je l'ai ressenti dans mon corps, juste je me suis dit, la personne, elle arrive. Et donc c'est ça, quand je te dis chercher, c'est surtout chercher à revivre ce sentiment de bien-être absolu, tu vois. C'est pas se dire, je vais dans un bar à tout prix, ou en boîte ou machin, mais on peut rencontrer l'amour n'importe où en réalité, il n'y a pas de règle. Mais c'est plutôt la manifestation et ce lâcher-prise, c'est à la fois je lâche prise en me disant, je sais pas quand. Moi, c'était ça, je ne sais pas quand et je ne sais pas où il est. Je sais qu'il arrive. Est-ce qu'il faut que les planètes soient alignées? Est-ce qu'il faut qu'on soit bien dans notre travail? Est-ce qu'il faut qu'on soit bien psychologiquement? Est-ce qu'il faut qu'on ait un bon environnement familial? Est-ce qu'il faut qu'on ait des amis? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on soit en dépression pour pouvoir manifester tout ça? Ou alors ça n'a rien à voir? J'adore ce que tu dis, le mot. Mon copain, à chaque fois, il me dit, tu l'as banni de ton vocabulaire. Le « il faut », je le déteste. Okay. Je déteste ce mot. Tu sais pourquoi? Parce qu'il nous emprisonne encore dans un nouveau dogme. Il n'y a absolument aucune règle. La seule règle, c'est de vivre les choses à son rythme qui nous font du bien. Moi, je suis arrivée à un stade où les schémas utilisés par le passé n'ont pas porté leurs fruits dans vraiment ce... Alors, indirectement, oui, parce que j'ai appris de ces personnes,
Mais j'ai bien compris que j'allais vers des profils qui étaient toujours les mêmes, que je me mettais dans des mêmes situations où j'allais voir des hommes indisponibles ou indisponibles émotionnellement aussi. Donc, il n'y a pas de « il faut ». Il y a vraiment, si à un moment donné tu rentres dans une relation et que tu es profondément, mais au ras des pâquerettes, ne fais pas perdre de temps par respect pour les autres à cette personne. Fais un petit travail sur toi. Mais on peut aussi très bien rentrer dans une relation où on n'est pas bien et on évolue parce qu'on est avec une personne qui a la patience et l'enveloppement pour nous aider à nous laisser de l'espace pour évoluer tout en évoluant dans cette relation. Je pense qu'il n'y a pas de règle, il faut vraiment rester là-dessus. Ce qui compte, c'est surtout comment je vais me sentir et ce qui est juste pour moi. Si on met des il faut, qu'est-ce qu'on va se dire? Bah non, c'est pas vrai, tu vois, moi j'ai rencontré mon mec et j'étais en dépression et puis il m'a aidé à aller mieux. Ah bah non, mais en effet, j'ai fait un travail sur moi, sinon j'aurais rencontré personne. Le il faut s'aimer avant de rencontrer quelqu'un, c'est oui et non. Dans le sens, c'est oui, il y a une base, il y a un socle. Si tu sais pas vraiment qui tu es, on s'entend, on découvre jusqu'au dernier jour qui on est, mais tu connais pas tes valeurs fondamentales, tes non, comme on appelle les non négociables. Ça va être compliqué de rentrer dans une relation où on va essayer de te faire voir ce qui devrait être normal et en fait tu sais pas, j'accepte pas, ça c'est la base. Mais de se dire je m'aime absolument, j'ai confiance en moi à 100%, déjà un, ça n'existe pas. Et deux, il faut laisser aussi la magie de la rencontre, voir comment on est dans la relation et comment on a évolué dans cette nouvelle relation aussi. Se laisser à un champ d'exploration. Tout va dépendre aussi de cette cohésion qu'on va avoir avec le partenaire qui lui aura sûrement envie d'aller, on l'espère et c'est le but, envie d'entrer dans quelque chose de très sain et d'équilibré dans la communication, dans l'évolution. Si tu veux te mettre en couple avec quelqu'un qui veut absolument pas évoluer et que toi tu es dans un chemin d'évolution où tu veux t'aimer plus, avoir plus confiance en toi, peut-être que tu auras beau l'aimer de tout ton cœur, ça va être compliqué parce que cette personne ne te tire pas vers le haut. Tu dis, Harmonie Albertini, pour ma part, il m'aura fallu toute une vie pour prendre conscience de ce qui a verrouillé mon cœur et d'énormément de blessures, de schémas répétitifs, d'isolement, de souffrance. C'est peut-être pas pour rien que tu as un petit sablier de tatouer sur ton poignet gauche. Non, c'est pas un sablier, c'est brother and sister, on a tous les quatre le même. Oh, pardon. Ouais. Eh ben, tu sais quoi, c'est marrant, on dirait un peu un sablier. C'est vrai, t'as raison. Non, c'est le signe de l'infini. Eh ben, il y a peut-être une signification aussi, hein. C'est possible. Bah oui, signe de l'infini, C'est sablier, c'est le temps qui passe. C'est vrai, de loin, ça fait sablier, t'as raison. Mais est-ce que tu as des exemples de schémas répétitifs? Oui, bah bien sûr. Bah, comme je te disais tout à l'heure, l'indisponibilité, déjà émotionnelle. On parle beaucoup de mec des gens en couple ou machin. Bon, ça, c'est un peu un classique. Mec ou meuf en soi. Moi, je vous parle d'hommes parce que j'ai eu principalement des relations amoureuses hétérosexuelles. Ah bon, principalement? Ouais, j'ai déjà eu des aventures avec des filles, ouais. Ah, mais je savais pas. Ah ouais, c'est vrai. Ah, t'as vu, j'en loupe pas une. Hein. Je sais pas, c'est tellement banal pour moi, genre il y a rien d'exceptionnel. Ah bah pour moi aussi, hein, ce serait l'hôpital qui se foutrait de la charité. Mais je savais pas que t'avais eu des relations féminines. Si, mais il y a longtemps maintenant. Mais des relations sexuelles ou des relations amoureuses? Non, que physique, pas amoureux. Non, que physique. Et je pense pas que je pourrais être amoureuse d'une fille, je pense pas. En tout cas, ça m'est jamais arrivé. Et alors, t'aimais ça? Bah oui. C'est-à-dire que tu prenais du plaisir aussi avec un corps féminin? Ouais, c'est totalement différent. Je pense qu'il y a une autre recherche. Mais je pense que c'était à des moments de ma vie où j'avais besoin de me reconnecter à une certaine force ou, tu vois, je sais pas, il y avait quelque chose... Mais en même temps, c'est doux, quoi, je sais pas. Coucher avec un partenaire de même sexe, ouais. Est-ce que ça fait de nous forcément quelqu'un, une lesbienne, un gay? Est-ce que c'est important de mettre un mot? Ça m'énerve, moi, j'aime pas les cases. Moi, je suis trop libre. J'aime pas les cases. Pendant longtemps, je disais que j'étais bi. Et puis après, je me suis dit, oui, mais en fait, j'ai pas envie que ce soit mon identité. Combien même, attention, LGBT à fond, genre, y a pas de souci, tu vois. Mais... Comme en réalité, je relationne quand même principalement avec des hommes, surtout depuis plusieurs années, je me suis jamais revendiquée bisexuelle comme une certaine identité ou un besoin de... Si demain je suis amoureuse d'une fille, je suis plus avec mon mec, enfin moi je m'en fous, c'est totalement assumé, j'ai aucune peur par rapport à ça, tu vois. Donc disons que c'est pas un sujet, mais je suis pas sûre... Tu vois, c'est qui Artus qui a fait le dernier film Oui. J'ai plus le nom. J'ai plus le nom non plus, mais je vois totalement. Tu vois, il a fait une interview où il dit à un moment donné que oui, je sais pas si c'était dans un club échangiste ou quelque chose comme ça, mais qu'il a relationné à un moment donné avec des hommes alors qu'il se considère pas comme homosexuel, juste à un moment donné son corps a eu envie d'eux, et j'ai trouvé ça d'une liberté, d'une légèreté où on s'enferme pas en fait. Je trouve ça beau. Je trouve ça beau parce que la fusion, l'amour, la connexion qu'on a avec les autres, il y a besoin de défendre les droits, surtout en ce moment avec ce qui se passe dans le monde, hein, évidemment. Mais j'ai trouvé ça beau qu'il n'y ait pas de honte à vouloir, à un moment donné, explorer quelque chose de différent, quoi. Mais revenons à nos exemples de schémas répétitifs. Prenons un homme, donc, qui n'est pas disponible émotionnellement. Donc, moi, ça, je l'ai vécu, c'est-à-dire que tu as besoin d'être aimé. Par exemple, tu as besoin d'être écouté, considéré. Tu as besoin de tendresse, de cadeaux, qui prennent soin de toi, ce genre de choses. Et tu as beau lui répéter 50 fois, lui, il te dit « Ouais, mais moi, c'est pas comme ça que j'aime. » C'est-à-dire, il rejette
t'as ce que tu désires pour te sentir heureuse dans la relation. Oui. C'est la base, il y en a beaucoup qui le vivent en disant bah non mais moi c'est pas comme ça que j'aime, ou oui bah je vais le faire, je vais changer. Ça c'est l'indisponibilité émotionnelle, c'est-à-dire qu'émotionnellement cette personne n'est pas en capacité de pouvoir évoluer avec toi vers une relation qui est équilibrée, dans laquelle tu es sécurisé émotionnellement, qui va t'apporter ce que tu veux. Et souvent, ce qu'on entend autour de nous, c'est « Bon, bah écoute, il veut pas, bah je vais m'adapter. » Oui, en fait, c'est là où je te parle des non négociables de base. Quand tu les as pas et que tu penses que tu mérites pas l'amour, que tu penses que par exemple moi en tant que femme grosse c'est un gros sujet, c'est un gros débat, si je suis grosse déjà dans l'Occident, parce que si je vais sur le continent africain, je suis the top of the DS, tu vois. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Sur TikTok, j'ai une communauté africaine exceptionnelle. Je leur fais de gros bisous d'ailleurs. Ils sont incroyables. J'ai de l'amour tous les jours. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on n'a pas cette base-là, eh bien, on est capable d'accepter tout et n'importe quoi. Et donc, c'est ça le schéma. Sortir de ce schéma, c'est de se dire, OK, ça, à chaque fois, je tombe sur ce type d'homme. La prochaine fois que je sens, que je me sens en insécurité, j'essaye de savoir si cette personne va vraiment passer à l'action et prendre en considération ça, déjà savoir si elle a aussi cette même base que moi. T'es avec quelqu'un qui est peut-être hyper une amoureuse de l'amour, t'es pleine de tendresse, pleine de câlins, et le gars te dit je déteste le contact, ça m'horripille. Peut-être que tu vas pas être sécurisé sur ce langage-là de l'amour. Donc ça veut pas dire de le nexter, mais est-ce que c'est un fondamental pour toi non négociable? Parce que ça a l'air anodin sur le départ, on se dit oh non mais je vais m'adapter. Mais qu'est-ce qui se passe au bout d'un an ou deux? T'es frustré, tu pars en crise de larmes, tu perds confiance en toi, t'as l'impression de pas avoir de la valeur, ça paraît de rien, mais en fait au final ça te renvoie en vrai, de vrai, tu choisis ce partenaire. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que tu as déjà vécu. Type parent qui t'a pas donné de l'amour, qui t'a pas considéré comme tu voulais, ou absence d'un père ou d'une mère où tu n'as pas vu ce qu'était. Il y a plein de raisons du schéma. Oui, donc ça te rassure? Mais parce que ça t'est familier. C'est ça, parce que tu connais. Mais absolument. Tout ce qu'on connaît, même ce qui nous fait mal, nous rassure parce qu'on sait comment se comporter. Et la toxicité, je le répète, est addictive. Donc quand tu as du calme et de la paix, il y a des gens qui disent j'ai peur d'être en paix. Moi j'étais comme ça avant, j'ai peur d'être en paix. Pourquoi? J'ai peur de me débarrasser de cette tempête qui, malgré tout, est passionnelle, tu vois. Oui. Je le dis dans mon livre. L'amour, pour moi, c'est pas la passion. La passion, c'est quelque chose qui va forcément monter et descendre. L'amour, c'est quelque chose qui est doux, qui est calme, qui est apaisé, tu vois. Bien sûr, on peut avoir des frictions dans un couple, quoi, c'est la base. On se dispute un peu, on monte un peu le ton, mais il y a des limites. Si tout ton quotidien, c'est de la violence en permanente, violence émotionnelle, violence physique, peu importe type de violence, et que tu reproduis ces schémas, en réalité, c'est que tu es en train de reproduire comme une scène de théâtre, où tu cherches une nouvelle issue favorable, où tu serais dédouané, où on s'excuserait de te faire du mal. Mais c'est toi, ma chérie, mon chéri, qui dois te pardonner d'avoir accepté ce mal que tu n'as pas pu faire. Quand tu es enfant, tu ne peux pas faire autrement. La violence, tu l'as subie, tu n'as rien demandé, tu vois. Enfant ou adolescent, peu importe. C'est à toi de te pardonner. Et ensuite, d'aller chercher un partenaire qui est capable de cette même douceur envers lui-même et envers toi. Tu dis le contraire de l'amour, c'est la peur. Et justement, tu parlais de la notion de peur. Mais souvent, on entend que le contraire de l'amour, c'est la haine. Non. On dit d'ailleurs, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Pour toi, c'est la peur. La peur, c'est ce qui régit tout. La haine, c'est un sentiment secondaire, comme pour la honte, ce genre de choses. La peur, c'est le sentiment premier. Quand j'ai peur, je réagis. Et donc, dans la réaction, il peut y avoir cette haine. La haine, c'est finalement comme quelque chose qui vient me mettre face à mes propres contradictions, mes propres paradoxes. En réalité, quand on dit... comment t'expliquer? On va prendre les cas d'un ex. L'ex, ça marche super bien. Je l'aime, je le déteste. Là où on est le plus en paix, c'est quand on ne réagit plus. Quand la personne ne nous provoque plus vraiment trop d'émotions, ou que c'est digéré, ou voire même qui nous fait un peu, peut-être même pas de la peine. Quand on est en réaction envers un ex-partenaire, par exemple, en réalité, en fait, c'est comme cette colère qu'on a eue d'avoir aimé l'autre, et donc c'est cette peur finalement de ne pas réussir à se détacher de ce sentiment. Bien sûr, et je l'entends et je suis d'accord à 100%, mais faut-il que l'autre, le partenaire, il soit aussi sur la même vibration que toi? C'est-à-dire qu'il y a des partenaires aussi qui cherchent à nuire. Ouais. Donc, tu vois, c'est difficile aussi de passer à autre chose et de pouvoir se sentir calme et de ne plus avoir de rancœur quand il y a quelqu'un qui essaie d'être toujours présent dans ta vie et de te pourrir ta vie. T'as des enfants au milieu ou ce genre de choses, c'est hyper compliqué. Et c'est là où c'est complexe. Et cette colère aussi que tu as, c'est de se dire, mais putain, pourquoi
pourquoi je suis sortie avec cette personne, tu vois, pourquoi j'ai choisi cette personne, je le savais depuis le début que c'était bizarre, enfin bref, je pense que la colère et cette haine qu'on peut ressentir, encore une fois, c'est secondaire, la colère c'est aussi secondaire, et c'est, moi j'ai envie de dire que la colère c'est une émotion primaire, parce que c'est la colère qu'on a envers soi, de la situation, si tu veux, et quand je dis la peur, c'est que la peur, c'est ce qui gouverne tout, je suis en colère parce qu'en final j'ai peur de ne pas me sortir de cette situation, de ce partenaire qui est peut-être de l'emprise sur moi, de l'emprise sur mes enfants, sur ma situation financière, physique, émotionnelle. Et en fait, si tu regardes en haut du haut, pourquoi je suis en colère ? Parce que j'ai peur que ça s'arrête jamais. J'ai peur de péter un plomb, j'ai peur de jamais être libre, j'ai peur qu'on ne m'aime jamais. Enfin, en vrai, la peur, c'est ce qui gouverne et qui est la totale opposée de l'amour. Mais attention, on ne va pas mettre de culpabilité sur ce comportement. Il est normal, naturel. L'idée, c'est de se dire comment on peut essayer de sortir de ce type de relation envers soi et avec les autres. Nos peurs, Harmonie, est-ce qu'elles viennent uniquement que de nous ou elles peuvent être héritées ? Ah bah, je parle de transgénérationnel dans le livre, c'est la base. C'est la base transgénérationnelle, c'est l'héritage qu'on a de notre lignée familiale. Après, on est construit sur plein de codes. On a le code transgénérationnel, on va avoir le code sociétal, de la société, de l'environnement. Donc, les codes qu'on a en France ne sont pas les mêmes qu'on aura, je sais pas moi, au Japon, tu vois. Donc c'est des codes et des conditionnements. Et puis après, il y a les traumatismes, parce que le transgénérationnel ne veut pas forcément dire l'enfance. C'est juste ce que mes parents eux-mêmes, ma lignée familiale croit et que m'a transmise, j'ai presque envie de dire dans l'ADN. Et puis, bon, il est prouvé que la violence modifie un peu l'ADN aussi, hein, ça a été prouvé. Si je dis pas de bêtises, je n'ai pas envie de me faire taper les doigts par les scientifiques, mais ça modifie quelque chose, un code, en tout cas quelque chose dans notre corps. Et il y a les traumatismes qu'on va vivre dans l'enfance et aussi à l'âge adulte. Les traumatismes marquent aussi du coup nos blessures ou ce genre de choses. Ouais. Mais comment on se les pardonne, ces traumatismes ? Ah bah oui, bah ça c'est toute la question. Mais déjà, ce que j'explique dans le livre dès le départ, c'est il faut être honnête envers soi. En fait, aujourd'hui, les gens sont beaucoup à l'extérieur. C'est le monde, c'est lui, c'est machin. Oui, alors, on va désigner ce qui nous a fait du mal, on peut désigner ce qui nous rend inconfortable ou nous a profondément blessés, et puis on va essayer de le rendre, d'accord ? Et quand je dis le rendre, c'est de se dire ça n'avait aucun rapport avec moi. Et là est ma responsabilité. Ça n'a aucun rapport avec moi. Et pourquoi aujourd'hui on est mal par rapport au passé ? Parce qu'on a installé la culpabilité. C'est ce sentiment secondaire. Si je l'ai vécu, c'est peut-être parce que je le mérite. Et on en parlait tout à l'heure en voiture avec mon copain. On est dans un système aujourd'hui, tu vois bien, les agresseurs sont toujours plus défendus ou protégés que les victimes. Le système, tu sais, on parle des narcissiques, de l'emprise, mais le système est ainsi fait. C'est pas un système qui est basé sur l'amour, il est basé sur la peur. C'est toujours la personne qui subit le mal, d'accord, qui est toujours montrée du doigt et qui se sent coupable d'avoir subi ce mal et qui en a honte. Eh bien, il faut sortir de ce système-là. Tu comprends ? Ouais. Et ça, c'est une grande preuve d'amour envers soi, et c'est très dur. Et tu vois, tu parlais de connexion. C'est vrai qu'on est dans une ère où on est connecté perpétuellement du matin au soir, du moment où on ouvre les yeux, au moment où on les ferme. On est connecté aux autres au travers du smartphone. On perd la connexion à soi. Bien sûr. Mais ça, c'est terrible, tu sais, mais je le vis moi aussi, et je m'efforce de prendre un moment, plus qu'un moment d'ailleurs, pour passer un coup de fil, me connecter à la nature, être avec mon chien, dire aux gens que je les aime sans raison, parce qu'en fait on est tellement on n'est même plus connecté au vrai monde. Tu sais, je vais même te dire un truc, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit c'est drôle, je te regardais beaucoup sur les réseaux et je pensais pas que tu existais, je pensais que tu étais une fille d'internet. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, complètement. Non, mais j'ai vu aussi un truc sur moi où les gens pensaient que j'étais une intelligence artificielle et que je n'avais jamais existé. Donc je comprends. Ah, j'adore. Ça tirait bien, dis donc. L'homme parfait qui fait les interviews bien, tac, tac, tac. Mais, non, mais tu vois, c'est là où on est totalement déconnecté de notre humanité et du cœur, en fait. Et on le voit bien, les commentaires qu'on reçoit, les gens n'ont plus aucune empathie, aucune humanité, alors que comme dans la vie de tous les jours, ils ne le feraient pas. Mais c'est qu'il y a une déconnexion des cœurs au cœur, d'humain à humain. Je pense que c'est là où ça nous transforme totalement, Internet, ça nous coupe totalement des rapports humains. Oui, une sorte de décompression, c'est un truc de fou à analyser, ouais. Hein, je trouve. Hein, le rapport qu'on a aux autres et le rapport qu'on a à soi aujourd'hui. Et tu viens de dire un truc de dingue. Tu viens de dire, parfois j'essaie de passer un petit coup de fil. Mais en fait, il faut qu'on se rende compte à quel point c'est fort de dire une phrase comme ça. Alors que c'est banal. C'est archi ça. Banal. Tu non, vois mais en plus, bon, tu sais bien, on a des métiers, on est très pris. Moi, quand je monte mon planning, tout le monde rigole. J'ai des copines qui m'ont appelée Madame Ministre Albertini, tu vois. Tellement que j'ai des plannings surchargés, mais des plannings faits avec l'amour et le cœur. Tout ce que je fais, je me lève chaque matin avec la joie dans le cœur. J'aime ce que je fais, j'aime tout ce que je véhicule. Ceci étant dit, en fait, ce qu'on fait ou ce qu'on est, parfois ça prend tellement de place
qu'on oublie les choses simples de la vie. Tu sais, et c'est là où je trouve que c'est à contre-courant de vivre dans cet amour, c'est qu'on est beaucoup dans la productivité. Tu sais, il y a un peu de gens qui sont en mode maintenant slow life, on prend le temps de vivre les choses, etc. Bah maintenant, je me fais des semaines où j'allège mon planning, je me fais des cycles de travail. Tu vois ? C'est bien ça, je vais te le prendre ce tips. Ouais. Je fais des cycles. Moi, maintenant, j'accepte que je fonctionne par cycle. Style, une semaine où je vais avoir, tu sais, quand je monte à Paris, parce que moi, je vis dans le sud, toute la semaine, je sais que j'ai grave des trucs et tout, mais quand je rentre, c'est une semaine où je fais juste mes petites vidéos sur Internet, tu vois, tranquille, parce que pour moi, c'est un petit kiff, tu vois, et je prends mon temps d'aller balader mon chien à la mer, d'aller me prendre un café, de me trémousser, sans horaire, tu vois, pendant une semaine, plus ou moins. Clé numéro 3 dans ton ouvrage, n'attends pas l'amour, va le chercher. Alors, moi, quand je suis allé le chercher, parfois j'ai eu du mal. C'est pour ça qu'il m'a vachement intéressé. Elle m'a vachement intéressé, cette clé. C'est mon chapitre préféré. Parce que c'est comme si la moitié du livre, la première moitié, c'est un peu là, on va regarder, là, on n'a pas envie de regarder. Je parle aussi d'emprise, je parle de dérives sectaires, etc., que j'ai pu vivre. Donc, du coup, si tu veux, ça peut être un peu lourd, les 2 premiers chapitres. Je sais pas comment tu l'as vécu, mais je sais, c'est pas forcément ce qu'on me dit, mais ça vient remuer. Et les 2 autres, c'est enveloppant. C'est-à-dire que là, on va au cœur du sujet. Et le sujet, c'est quoi ? La fameuse manifestation qui peut être aussi très, qui peut être vue d'un point de vue très perché. On parle beaucoup de visualisation depuis des années, de la loi d'attraction, etc. Moi, en tout cas, j'ai une autre vision de la manifestation dans mon corps, vécu, ressenti, que je transmets. Attention, it's only my vérité, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vraiment ressenti à un moment donné en me disant, OK, dans le factuel, chercher, j'arrive pas. C'est comme toi, je cherche. Je vais sur les applis, je vais en soirée, je rencontre les amis d'amis, bref, ça marche pas. Déjà, je crois que c'est de ma faute aussi, il y a cette culpabilité qu'il faut enlever. Et en réalité aussi, je me suis rendu compte que quand je rencontrais des personnes qui ne me correspondaient pas, si j'acceptais de relationner avec le minimum qu'ils me donnaient, je m'éloignais de la personne qui m'était destinée. J'ai compris. T'as compris ? Oui, c'est-à-dire que t'acceptes parce que tu veux. Pour pas être seule, en me disant « Ah, mais je l'aime bien, mais c'est cool. » Mais si je fais ça, je ne laisse pas mon cœur disponible totalement pour vraiment la personne qui sera là pour moi. Mais oui, exactement. J'ai déjà eu ce sentiment où je me disais, voilà, j'ai envie d'être avec cette personne parce que c'est débile, hein, j'étais plus jeune aussi. Il est trop beau. Je connais ça. Non, mais tu vois, il est trop beau, il me fait vibrer, il me plaît trop, mais il y a plein de trucs qui vont pas. Mais j'avais toujours ce petit truc, je me souviens de cette relation où je me disais, mais en me mettant avec lui, peut-être que je passe à côté de vraiment la personne qui va me faire vibrer, celle que j'attends, mais je ne la verrai pas parce que je suis là. C'est parce que tu as compris que cette personne n'était pas pour toi. Oui, inconsciemment. Bah oui, sinon tu réfléchirais même pas. Tu serais là, je me sens bien, je me sens enveloppée, je me sens calme, apaisée, sécurisée, et t'irais. Donc c'est bien la preuve que... Et ça, il y a des gens qui ne l'écoutent pas par peur d'être seul, de se dire « Oh non, non, je suis trop exigeant ou exigeante. » Oui. Non. Et qui font toute leur vie comme ça. Hein. Mais bien sûr. Et qui se disent, je me contente. Alors, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de concessions, j'en parle dans mon bouquin. Non, il faut mettre de la nuance. Il y a des concessions dans un couple, évidemment qu'il y en a. Mais si ta base non négociable, elle n'est pas respectée dès le départ et que tu es déjà passé au-dessus, c'est terminé pour toi. Toute ta vie, tu vas essayer de négocier avec ce qui est important pour toi. Et la dernière clé, c'est l'amour est là. Donne et reçoit. Oui. Est-ce que tu penses, Harmonie, qu'il faut donner autant que ce que l'on souhaite recevoir? Est-ce qu'il faut le réfléchir? Le quantifier? Non. Non. Donner et recevoir, c'est-à-dire que déjà, la générosité de cœur est très importante dans une société où, oui. Pardon, Harmonie. Dis-moi. J'ai dit, est-ce que tu penses qu'il faut? Tu n'aimes pas les qu'il faut. C'est pour ça que je t'ai dit non déjà. Mais disons qu'on a vraiment cette vision de donner un peu dans le côté sauveur. D'ailleurs, je parle du triangle de Capman dans le 4e chapitre, me semble-t-il. Oh, j'adore le triangle de Capman. C'est la base. Franchement, c'est la base, en fait. Quand on comprend ça et quand on voit qu'on joue toujours ce rôle à des moments donnés, et la société, elle est fondée sur le triangle de Karpman. Hein. Tu peux nous l'expliquer pour tous ceux qui découvrent au travers de ton discours ce qu'est le triangle de Karpman. Donc, c'est un triangle, on va dire, un peu de jeu de rôle qu'on joue tous dans la vie. Tous. C'est-à-dire c'est un triangle, donc au centre de la pyramide, on a la victime, ensuite on a le sauveur et on a le bourreau ou le persécuteur. Et on peut jouer nous-mêmes, dans une même situation, une même relation, on peut intervertir les rôles. Être une victime, c'est quoi? C'est se positionner comme, voilà, je suis victime d'une situation, je m'en plains. Mais je m'en plains sans chercher de solution en réalité. Mais pour que je puisse garder ce rôle, et donc en vrai, au final, ne pas prendre mes responsabilités, inconsciemment bien sûr, il faut que je désigne un bourreau. Donc le bourreau peut être une personne physique, mais peut être la société.
Hein, le bourreau, ça peut être dans cette société, c'est des trucs que je vois. Oui, mais cette société, elle n'aime pas les gens gros. Oui, mais cette société et tout. Donc voilà, j'ai mon bourreau qui fait que je ne sors pas de ma situation compliquée. Même si je peux être victime d'une vraie situation, on ne revient pas là-dessus. Et on peut avoir plusieurs rôles même en même temps avec différentes personnes. Mais du coup, qu'est-ce qu'a besoin de la victime vu qu'elle a le bourreau? Elle veut un sauveur. Le sauveur, c'est la personne où le sauveur, lui aussi, il aime bien avoir une victime. Souvent, on dit que le sauveur, c'est une ancienne victime. Il va tout faire pour... Déjà, souvent, c'est non sollicité. Il va vouloir envelopper, aider la personne. Moi, c'était mon rôle préféré, sauveur. Le syndrome de l'infirmière. Ah, exactement. Oh là là, j'adorais faire ça. Et j'ai mes sœurs qui m'ont dit, tu t'es carrément calmée là-dessus. Mais quelqu'un qui était pas bien, je voulais trouver toutes les solutions et tout. Puis en plus, en vrai, des fois, je savais que j'avais pas l'énergie pour le faire. Mais je m'étais dit, mais la pauvre, je peux pas la laisser comme ça. Et au final, en fait, je donnais quelque chose qu'une personne, un, m'avait pas demandé. Et deux, finalement... Pour que le sauveur il garde ce rôle, il faut que la victime ne veuille jamais changer. Mais qu'est-ce qui peut se passer si le sauveur il a quand même envie que la victime elle change? Il devient le bourreau. Mais c'est de ta faute, tu veux pas changer, tu veux jamais que ça change, etc. Et en fait, les rôles peuvent s'interchanger indéfiniment. Quand on comprend ça, que on est par exemple victime, je trouve jamais l'amour. Les hommes, c'est tous des CON machin. Ok, ça, je peux en comprendre qu'on est traumatisé, qu'on a le cœur brisé, qu'on n'y croit plus, etc. Mais ma responsabilité, c'est quoi? Quelle est la relation que j'ai avec moi-même? Quels sont les schémas dans lesquels j'ai été? Qu'est-ce que c'est pour moi l'amour? Qu'est-ce que je veux? Quels sont mes non négociables? C'est ça la responsabilité. Et tu sors de ce jeu. Le bourreau, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il a un peu un rôle de victime aussi. Le bourreau, il a besoin de mettre toute sa rage sur quelqu'un. Ça peut être violence verbale, physique, etc. Tu vois? Si on prend le bourreau en tant que personne. Et le sauveur, lui, il s'extrait de lui-même. Il ne s'intéresse pas à lui pour aller sauver les autres. Pendant ce temps-là, il ne fait pas le taf sur lui. Et donc, quand on comprend qu'on est dans ce jeu-là, on comprend qu'on est totalement à côté de la responsabilité et du pouvoir qu'on a dans sa vie de s'apporter de l'amour et de créer vraiment un espace d'amour, de liberté, de sécurité. Voilà. Tout est une question d'équilibre, et t'en parles beaucoup aussi dans l'ouvrage. Ah oui, c'est la base. L'équilibre, et tu dis même que ce soit dans les relations amicales, l'amour en lien, donc avec les amis, la famille, même les relations professionnelles. Tu parles aussi d'amour. Alors, je parle d'équilibre, mais je parle aussi de radicalité à des moments donnés. Je parle de la radicalité dans la qualité de nos choix et de nos relations notamment. Moi souvent, pourquoi pas être dit plus radical, je connais pas. Je suis quelqu'un, alors j'ai appris à mettre de la rondeur et de la douceur dans les fins de relation par exemple, parce que des fois c'est un peu ce truc un peu, tu vois, genre c'est terminé. Mais je suis très exigeante, à qui je donne du temps, de l'énergie et de l'amour. Parce que ça, c'est les trois choses les plus précieuses que j'ai dans la vie. Le temps, personne ne peut me le rendre. L'énergie, personne ne peut me le rendre. Et l'amour, il ne faut pas salir l'amour que je donne et qu'on me donne aussi. Parce que c'est ce qu'il y a de plus précieux que l'humain peut donner sans aucun intérêt derrière. Je parle même, t'as vu, je t'ai même pas parlé d'argent. On s'en fout de l'argent. L'argent, on meurt, il n'y a plus d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est les trois non négociables. Si je sens qu'à un moment donné, j'ai un malaise avec quelqu'un, je me sens inférieure, je me sens méprisée, je me sens en colère, je sais pas qu'il y a quelque chose qui me dérange et que dans mon corps, c'est ressenti, j'ai fait confiance, je me dis, ça sent quelque chose qui est pas bon ou qu'on m'a clairement manqué de respect, qu'on m'a fait perdre du temps, je coupe net. Et ça, du coup, c'est pas très équilibré. Est-ce qu'on pourrait dire oui, mais c'est vrai que sur ça, je suis beaucoup plus radicale. C'est une limite, c'est une limite. C'est une limite. Mais c'est une limite pourquoi? Parce que j'ai pas le temps. T'as du temps, toi? Non. Voilà, la vie, elle est rapide. T'as beaucoup d'amis? Non. Moi non plus. Pourquoi? Parce qu'on est dans le feu de ce qu'on aime faire, on a envie de prendre soin de soi, on a envie d'aller mieux, on a envie d'être dans des bonnes énergies. Et j'ai pas le temps de donner de l'amour à 50 personnes, en vrai. C'est impossible. Je préfère en avoir 5 avec qui, quand je vais les voir, je vais donner tout my love, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Comment tu restes dans l'amour quand les personnes en face à qui t'as mis une limite de façon radicale veulent te pourrir ta vie? Ah moi, ils arrivent pas. Je suis trop radicale. Je pense que je suis trop radicale. Rester dans l'amour, tu vois, malgré la colère, malgré la haine, malgré aussi les problèmes personnels que des tierces personnes répercutent sur toi. Bien sûr. Je pense que déjà, j'aime trop comprendre les choses. J'aime bien comprendre pourquoi quelqu'un n'est pas bien. Ça ne veut pas dire que j'accepte ou que cette personne a raison de mettre son trauma sur moi. Mais j'aime bien comprendre. Comprendre, ça me permet, c'est comme sur moi. Pourquoi j'ai tel physique, pourquoi j'ai telle émotion. J'aime bien le pourquoi. J'ai pas toujours les réponses. Mais quand j'en ai, ça me permet d'avoir plus d'humanité et de considération. Ça veut pas dire que j'accepte. Mais au moins, je peux pardonner de loin. De loin. Je peux t'aimer de loin. C'est-à-dire, je peux dire, je t'adore, mais quand je suis avec toi, tu me pollues trop, tu me prends trop d'énergie, c'est trop négatif ta vibe. Tu vois, je vais pas le dire comme ça, hein, mais... C'est comme ça que je peux percevoir les choses. J'ai plein de gens où je me dis, je les adore. Franchement, je les trouve trop cute et tout. Mais ils sont toujours dans des problèmes. J'ai pas l'énergie. Ça m'intéresse pas de les fréquenter. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Ou alors, des personnes m'ont fait vraiment du mal, des personnes que j'aime profondément depuis des années. Je comprends que même ils ont vécu pareil.
Ok, je pardonne parce que je veux être en paix, mais je veux pas les fréquenter. Alors, t'en parles pas dans ton ouvrage L'amour est un choix, mais par contre, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. T'as rejoint le fitness camp de Chana Cress et Jonathan Matijas. Oui, magnifique projet, exceptionnel. Comment vous vous êtes rencontrés? Eh ben, la rencontre, t'es pas prêt, c'est une exclue. C'est Jonathan qui m'écrit sur Instagram et au début, je l'envoie chier. Pourquoi? Il m'envoie un message, tu vois, c'est intéressant de voir les réactions traumatiques qu'on a. Il m'envoie un message pour me dire « Hello, ça va ?» Un message très simple. On a un projet sport et tout, ça te dirait d'en faire partie. Très simple, il me dit rien de spécial. Oh, je lui ai répondu. Donc je voyais qui c'était Chana et John, tu vois. J'avais déjà vu dans la télé-réalité, j'avais déjà vu un petit peu sur les réseaux sans être une followers, tu vois, mais je voyais qui c'était. Et je lui réponds merci, mais je fais déjà du sport et puis c'est pas la petite grosse que vous allez coacher pour perdre du poids, notoriété ou pas, ça m'intéresse pas en fait. Ah, mais t'étais radicale. Mais parce que tous les jours, Sam, on m'écrit pour m'aider à perdre du poids. On me parle de mes blessures, j'ai fait X thérapie. Moi, je sais maintenant pourquoi je suis grosse, mais pendant longtemps, je savais pas, mais je voulais quand même qu'on me laisse tranquille. Bah oui. Et ce truc de, t'es gros, faut qu'on te change. Mais laissez les gens vivre. T'es déjà, ils t'ont rien demandé. J'ai ça, j'ai vu telle alimentation, j'ai vu tel truc, j'ai tel programme. On veut toujours me trouver des solutions. Donc, je me fais démarcher à longueur de temps par des gens qui veulent m'offrir des prestations ou pour que je fasse après leur pub, hein, tu connais. Donc, je me suis dit, oh là là, ils ont vu une grosse qui faisait du sport. Enfin, en fait, c'était même pas eux perso, j'avais rien contre eux. C'était... Sauf que je fais rarement ça. C'était comme s'ils sont arrivés au moment de ma goutte d'eau. Oui. Et du coup, il me fait un audio. Je fais un gros bisou de John, on en a rigolé. Il me fait un audio et il me dit « Oh là là !» Il était choqué. Il me dit « Ah non, non, pas du tout. On voulait te proposer d'être coach dans une application de sport. Justement, on ne veut surtout pas que tu changes, tu viens comme tu es et tout. » Mais tout de suite, tu vois, je lui ai dit « Bah écoute, mea culpa, je suis désolée, j'ai surinterprété, j'ai tellement l'habitude qu'on me démarche pour perdre du poids. Je m'y attendais pas du tout. La proposition, mais qui est totalement alignée avec mes valeurs, tu vois. Oui, parce qu'on a tendance à assimiler sport à perte de poids. Oui. Sport, régime. Sport, tonification. Ouais. Mais sport, on peut être gros et faire du sport. Bien sûr, puisque... On peut être mince et faire du sport. L'obésité, c'est multifactoriel, déjà. Donc ça, c'est un truc que les gens ne se rendent pas dans la tête. Oui, il y a des gens qui peuvent faire un régime s'ils ont envie ou manger différemment et du sport et ils ont des résultats. Mais mon Dieu, j'aimerais la même chose, mais ça ne marche plus sur moi parce que j'ai une pathologie, j'ai un lipœdème. Je sais. Voilà, j'ai fait X régimes qui m'ont déglingué le corps et qui ont aggravé ma pathologie. Donc c'est une femme sur 10, hein, je le précise. Donc ça touche des milliards de femmes dans le monde. Des milliards, oui, des millions pour sûr. Donc bref, et donc oui, il faut à tout prix changer les croyances sur le sport. Le sport, c'est pas que pour l'esthétisme de base, c'est pour la santé physique et mentale. Donc une personne qui change pas, ça sert à rien de la culpabiliser. Moi, quand on me dit oui, mais peut-être que tu fais pas les... Mais j'ai rien demandé. Moi, je sais pourquoi je suis ce que je suis. Ce qui compte pour moi dans le sport, c'est je suis solide dans ma tête, j'ai l'esprit clair, j'ai confiance en moi. Le fait de me muscler me permet d'avoir moins de douleurs de dos, parce qu'avec ma pathologie, ça engendre des problèmes de dos. Ça me permet, franchement, à chaque fois que je fais une séance de sport, c'est là où j'ai mes meilleures idées créatives, de projets, où je fais des mémos après et je suis là dans ma voiture. Mais oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Vraiment, on ne se rend pas compte de la puissance que ça a dans notre quotidien. Mais pour moi, les résultats physiques, et c'est OK qu'on veuille en avoir, attention, chacun ses motivations, on est bien d'accord, je ne juge pas du tout. Hein. Il y a je suis la première à aimer les belles transformations physiques parce que le corps humain, il est incroyable. Mais ça, c'est secondaire. Ce qui est primaire, c'est vraiment ce que ça va nous apporter. Et donc, la démarche de John et de Chana, elle est exceptionnelle, parce qu'en plus, c'est la deuxième fois qu'ils me font confiance que je suis sur un programme. C'est génialissime, parce qu'il y a tous les profils, il n'y a aucun jugement. Là, on adapte avec justement du sans impact. Moi, je ne peux pas faire d'impact. Et je trouve ça, mais... Enfin, moi, je me dis, mais t'imagines, il y a des personnes, et il y en a déjà, qui ne font pas de sport parce que c'est pas adapté à elles, ou elles ont honte, ou elles ne se sentent pas représentées physiquement, en se disant, bah ouais, mais bon, j'aurai jamais le corps d'un tel ou d'une telle, etc. Et là, elles se disent, OK, il y a quelqu'un qui fait du sport, qui de base, peut-être que moi j'aurais honte d'aller à la salle de sport. Il y a ça aussi. Hein. Oui, bien sûr. Et tous les jours, j'en reçois des messages comme ça. Mais là, c'est à la maison. C'est à la maison. Tu fais ça où tu veux. C'est quand tu veux. C'est avec 2 niveaux. Tu veux challenger. Il y a toujours quelqu'un avec moi. Je précise, je ne suis pas coach, mais je suis toujours avec une coach. Donc, ne venez pas tirer ma veste. Je donne les conseils que je donne, c'est plutôt motivationnel. Je donne pas de conseils vraiment techniques. Je suis pas coach sportive, hein, bien sûr. Donc, je suis très flattée qu'on m'ait choisi, mais je reste à ma place. Et donc, du coup, on peut se challenger entre la coach qui est avec moi et moi, tu vois. T'es une sorte d'ambassadrice. Un peu.
On peut dire ça comme ça. Ou un peu, ouais. Et on peut lire d'ailleurs sous les posts dans lesquels tu apparais du fitness camp de Shanna et John, Shanna the best qui a tout compris et qui ouvre les consciences. En te choisissant toi, en te prenant toi, alors que quand on te regarde sur les réseaux sociaux, beaucoup pourraient se dire « Bon, c'est pas une fit girl, évidemment. On va pas travailler avec elle. » Évidemment. Eh ben eux, est-ce que tu estimes que c'est une forme d'ouverture d'esprit qu'ils ont et qu'ils veulent inculquer aussi à la communauté de personnalités et personnes potentielles qui vont faire du sport avec eux? Je pense qu'ils ont été très intelligents parce qu'ils ont dû... tu sais, c'est des questions que tu poses à ta cible. Il y a peut-être des personnes qui ont dû leur dire, j'imagine, hein, parce qu'ils sont extrêmement à l'écoute. Hein. Moi-même, quand on a fini le tournage, ils m'ont appelé pour me demander ce qui m'avait plu ou ce qui m'avait pas plu. Alors du coup, j'aurais retourné la question en retour parce que c'est dans les deux sens. Mais ils sont très à l'écoute de ce qui fait du bien aux gens ou pas, pour pouvoir s'améliorer. Et donc du coup, je suppose, hein, ils pourront le confirmer eux-mêmes, qu'ils ont dû avoir des retours de personnes qui disaient « Ah, c'est dommage, c'est trop dur pour moi » ou « Je me sens pas représentée ». Je pense que ça a peut-être dû les motiver aussi, et où ils se sont dit « Bah en fait, ça serait peut-être bien de faire une appli ». Alors c'est que pour les femmes, du coup, c'est la ligne éditoriale qu'ils ont choisie, qui est inclusive. Voilà, et ça a commencé déjà en début d'année, quoi. On va regarder ensemble une vidéo, une trend, Harmonie Albertini, qui est de partout sur les réseaux sociaux depuis un petit moment. C'est la tendance skinny top. Tu regardes et je te pose ma question après. Oui. Arrête de te récompenser avec de la bouffe, tu n'es pas un chien. Cette phrase résonne de plus en plus sur cette partie de TikTok qu'on appelle le Skinny Talk. C'est l'espace dédié à la promotion de la minceur et de la perte de poids qui semble franchir des limites inquiétantes. On vous explique. Skinny Talk, c'est un ensemble de contenus destinés à motiver et conseiller les personnes qui veulent maigrir. Mais depuis quelques temps, ce contenu prend une dimension extrême en encourageant des comportements alimentaires dangereux avec des phrases volontairement choquantes. Mange petit, sois petite. Mange gros, sois grosse. Le meilleur moment de ta journée, ça peut pas être quand tu manges, trouve-toi une vie. Certaines phrases vont jusqu'à être grossophobes. You are not ugly, you're just fat. Beaucoup encouragent la privation alimentaire et la culpabilisation, ce qui peut mener au développement de troubles du comportement alimentaire. Are you really hungry? Take a sip of water. You're probably just thirsty. Put the cookie down. You think you want it? You don't want it. On compare même le Skinny Talk au contenu pro-anorexique des années 2010 sur Tumblr, qui faisait la promotion de l'extrême minceur et de l'anorexie mentale. Arrête de te récompenser avec de la bouffe, tu n'es pas un chien, t'es pas moche, t'es juste grosse. Comment t'entends les phrases prononcées par ces utilisatrices des réseaux sociaux? Ça me trigger, tu vois, ça m'a ramené à mon adolescence. Ça me... Excuse-moi. Parce que t'entendais ça? Ça a pourri des générations. Excuse-moi, vraiment, je regardais... C'était violent, là, de regarder ça. Mais c'est violent et ça doit l'être pour toutes les personnes qui... En fait, c'est pas normal de regarder ça alors, en admiration. Pour moi, c'est qu'il y a un trouble psychologique. C'est très, très, très violent de se mettre dans une situation de danger. On est en danger. C'est-à-dire que pour avoir une validation des hommes, de la société patriarcale, de la mode, de répondre à un besoin d'être dans le contrôle de son corps, on est capable de se faire du mal. C'est du mal. Donc, on se parle mal. Donc on se considère comme un chien, elle a dit. On ne se nourrit pas assez, on n'est sur aucune base alimentaire, aucune santé mentale qui a été travaillée. C'est d'une violence extrême. Et oui, c'était la même chose quand j'avais 15 ans, donc il y a 20 ans. C'était exactement la même chose, où on rebascule là-dedans. Ah, t'as l'impression, t'as le sentiment qu'on rebascule dans une dérive? Et puis là, la puissance des réseaux sociaux, c'est pas celle d'il y a 20 ans. Ah, ça, c'est sûr. Donc, une gamine qui pense que c'est la mode d'avoir un corps amaigri, clairement, parce qu'après, on peut être très mince par nature, attention. Hein. Et vraiment, là, j'ai vu des corps on sent qu'ils sont malades. C'est inquiétant. Oui, c'est problématique. Et surtout qu'on n'imagine pas les conséquences sur la vie entière derrière. Regardez-moi, s'il vous plaît. Prenez exemple sur moi. Les régimes, donc cette situation de famine que tu crées, elle a des conséquences long terme. Quand les gens me disent « Oui, mais du moment que ça fait perdre du poids, on peut perdre du poids de la mauvaise façon. » Oui. Il faut qu'on mette les choses... Perdre du poids n'est pas une chose positive. Est-ce qu'on peut mettre ça dans la tête des gens? Perdre du poids, c'est pas positif. Si tu as perdu du poids avec de l'amour, de la conscience, en faisant les choses de façon récurrente, en prenant le temps, tant mieux. Mais si tu as perdu du poids dans la haine contre toi, en te faisant violence dans l'alimentation, en faisant aussi, il faut savoir que ça peut être aussi beaucoup de sport, l'excès de sport. Hein. Dans l'anorexie, par exemple, l'excès de sport, l'excès de diurétique fait partie du comportement anorexique. Hein. C'est important, anorexique boulimique, c'est important aussi de le préciser. Si tu fonctionnes comme ça, tu vas perdre du poids, c'est certain. Mais qu'est-ce qui va se passer après? À l'intérieur de toi, c'est la guerre, tu es en train de tout détruire. Et les conséquences derrière, elles peuvent être
il peut y avoir des S, je ne vais pas dire le mot. Voilà, et il peut y avoir des dépressions, des troubles du comportement alimentaire qui amènent à dépression et l'acte final. Et puis, du coup, on peut passer d'obésité à maigreur extrême, puis après, le corps ne répond plus. Hein. Tu deviens plus maigre à un moment donné. Hein. Le corps, il est totalement... Voilà. Toutes les pathologies qu'il peut y avoir derrière. Au niveau psychologique et physique, attention, l'équilibre, c'est la base. Et donc, pour ça, il faut aller voir des professionnels de la santé. Donc, un médecin n'est pas diététicien, il a fait 10 heures de cours de diététique. Donc, un médecin ne donne pas de conseils. D'accord ? Il faut le dire aussi, ça. On s'en fout qu'il est médecin. Un diététicien diplômé qui a un regard bienveillant, qui ne va pas vouloir te faire perdre du poids, mais avoir un meilleur rapport à ton alimentation. L'alimentation, il y a la base, mais si ton rapport avec l'alimentation ne va pas bien, c'est qu'inside, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on va voir un psy, on va voir un diététicien, et puis on se fout la paix. Et surtout, on n'a pas besoin d'être validé par les autres pour avoir de la valeur. Mais ça, j'ai l'impression qu'on est dans une génération très superficielle. C'est très compliqué de le faire comprendre. Il y a énormément d'influenceuses qu'on a tous suivies sur les réseaux sociaux. Je pense par exemple à Mila Jasmine, qu'on connaît depuis Les Princes de l'amour, donc depuis près de 10 ans maintenant, ou encore Léa Marie, qui sont considérées comme étant des influenceuses qui sont passées, comme ils disent sur les réseaux, moi j'ai appris ce mot il n'y a pas longtemps, de Géchard à skinny. Okay. Non, mais c'est-à-dire que les volumes qu'on avait l'habitude de voir sur elle et dont elle parlait, dont elle parlait, pas forcément, mais qu'elle mettait en avant avec plaisir, aujourd'hui ont disparu. Comme si le corps était devenu une mode et comme si aujourd'hui on était dans une nouvelle décennie où il faut se montrer skinny. Ça t'alerte ? Ça t'alarme ? Déjà, j'ai beaucoup de mal qu'on qualifie les gens par leur corps, déjà pour commencer. Donc qu'elles soient Géchard ou skinny ou ce que tu veux. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on met beaucoup trop d'importance sur l'apparence des autres. Alors sûrement qu'elles en mettent elles-mêmes sur leur apparence et qu'elles font les actions et ce qu'on appelle les efforts pour avoir ce changement, et c'est leur choix. Oui, parce que les diètes sont montrées, le processus est montré. Voilà, moi ça je ne sais pas, tu viens de me préciser, parce que du coup je ne suis pas ces personnes-là. Je vois, parce qu'il n'y a pas longtemps, on m'a montré Mila pour me demander ce que j'en pensais. Alors, je veux dire, je ne sais pas, je ne fais pas de rubrique sur le corps des gens. Je pense que c'est plus le comportement qu'on a dû me demander. Il y a des gens qui sont en situation de détresse et qui ne le savent pas et qui se montrent sur les réseaux sociaux. Et peut-être, Mila, ça nous regarde, peut-être que c'est le cas, mais j'ai bien peur que peut-être qu'il y a un système dans lequel on est rentré et dont on a du mal à sortir, surtout quand on est exposé. Tu sais, c'est encore autre chose. Hein. J'ai envie de dire, quelqu'un qui n'est pas exposé sur les réseaux sociaux peut avoir des troubles, ça, il n'y a pas de souci, hein, j'en rencontre tous les jours. Mais quand tu es exposé, il y a aussi tu essayes de te rassurer que ce que tu fais, c'est bien, parce que tu sais que tu représentes aussi quelque chose pour les gens. La question, c'était qu'est-ce que j'en pense ? Encore une fois, j'ai pas envie de commenter les corps des gens. Par contre, c'est vraiment la santé mentale, moi, qui m'intéresse. C'est que je pense qu'il ne faut pas oublier que même si toi, demain, tu veux exposer ta diète, ou moi, ou peu importe, on est des êtres humains, on peut se tromper. C'est pas parce qu'on est très connu que ce qu'on va montrer, c'est viable, d'accord ? Et je pense qu'il faut prendre beaucoup de recul avec ça. Quelqu'un qui est obsédé de te montrer sa diète et son sport tout d'un coup, alors qu'en plus, c'était peut-être pas le compte de départ. Quelqu'un qui est diététicien ou coach sportif, ça coule de source, ça fait partie de sa ligne édito. Mais quelqu'un qui est une personnalité publique qui d'un coup montre à l'excès ce besoin de changement, inspiré, oui peut-être, mais je suis désolée, ton assiette sera jamais la même que la mienne. Tes entraînements sportifs ne seront jamais les mêmes que les miens. La manière dont tu as perdu du poids ne peut pas devenir un programme pour aider les autres à perdre du poids. C'est totalement personnel. C'est là où il faut faire attention. Qu'elle change ou non, à la rigueur, ça la regarde. Laissons le corps des femmes tranquille, tu vois. Tu vois, tu parlais du jugement des corps. Je vais te montrer l'extrait visuel d'un article de presse qui était sorti dans les années 2000. Il s'agit de la chanteuse Britney Spears. Et il y a marqué en gros titre « Britney's bigger than ever ». Britney, plus grosse que jamais. Et son alimentation, par ce média, est scrutée. Les calories sont additionnées. Le Starbucks, il y en a 550. Elle a mangé des ailes de poulet, il y en a plus de 600. Là, il y a eu tant de calories. Elle adore les crêpes. Il y a eu ça. C'est normal qu'elle soit devenue grosse. Et il te la montre avec un ventre humain, tout simplement sur la photo. C'est vrai que dans les années 2000, on parlait beaucoup dans les magazines comme ça de régime, pro-régime, pilule minceur, pilule coupe-faim. Aujourd'hui, on n'entend plus ces mots, mais on entend rééquilibrage alimentaire, tonification, routine détox, routine bien-être. Est-ce qu'on est encore là-dedans ? Oui, on ne va pas faire comme si. Il y a du changement, mais les changements ne se font pas en un claquement de doigts. Je vais aller très loin dans ma réflexion. Je pars très très loin.
On est dans une société patriarcale. Donc, qu'est-ce que veut le patriarcat? Que la femme soit désirable, déjà, premièrement. Le patriarcat veut des gens performants, deuxièmement. Des gens performants, c'est des gens en bonne santé. Bon, la santé, on l'associe à la minceur. Pourquoi? Parce que le surpoids, juste et en surpoids, peu importe la raison, peut avoir d'autres conséquences sur ta santé. Diabète, problèmes d'articulation et tout. C'est prouvé scientifiquement, on ne va pas faire de débat. Hein. On peut aussi être en bonne santé, mais ça peut avoir un impact aussi, peu importe, parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on peut être en surpoids. Comme je t'ai dit, l'obésité est une maladie multifactorielle. Bon, première chose. Qu'est-ce qui se passe avec le corps des femmes? Le corps de femme, il est fétichisé, objectivé, il faut qu'il soit désirable selon une norme établie, il faut qu'il soit valide, donc qu'on le considère en bonne santé. Et donc du coup, on arrive finalement à toujours les mêmes boucles. Où si tu es gros, c'est que tu n'as pas pris soin de toi. Non, peut-être que si tu es gros, vu que c'est multifactoriel, il peut y avoir un impact psychologique. Il peut avoir cet effet retour des régimes qui créent un dérèglement dans notre corps. Ça peut être les hormones, ça peut être une dépression, ça peut être énormément de choses qui vont impacter une grossesse. Tellement de choses. Un traitement médicamenteux. La thyroïde. Il a été prouvé, je crois qu'il y a 200 ou 250 facteurs qui ont un impact sur le poids. T'imagines, c'est énorme. Oui. C'est énorme. Et pourtant, c'est ce qu'on veut contrôler le plus. C'est dingue. Sur notre planète, j'ai En l'impression. fait, on peut en effet prendre soin de soi avec des facteurs qu'on connaît. Ouais. Le sommeil, le repos, la respiration, une alimentation la plus brute possible, un sport adapté, de la marche, la connexion à la nature. Ok, c'est des trucs qu'on sait, on sait tous, tu vois. Oui. Est-ce qu'on le fait pas, ça regarde chacun, mais on le sait. Mais il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Et donc du coup, ce contrôle qu'on a sur les femmes fait que la femme du coup se sent inférieure, elle met tout son focus là-dessus. Qu'est-ce qui se passe quand on met tout son focus sur le corps? On ne s'occupe pas de ce qu'on est profondément, on ne s'occupe pas de ce qu'on peut irradier dans le monde, ce qu'on peut créer, ce qu'on peut produire. On est obsédé par est-ce que je vais être validé par le monde? Est-ce que je vais être performant? Est-ce qu'on va me désirer? Et du coup, tellement qu'on met ce focus là-dessus, on est toujours dans le patriarcat, on est toujours soumis à l'opinion de ce système. Et pour prendre l'exemple de Britney Spears que je t'ai montré, 10 ans après, on voit quoi comme couverture de magazine? Elle est devenue bipolaire. Elle me fait de la peine. Alors, on ne sait pas si c'est lié, s'il y a un facteur, mais je veux dire, au bout d'un moment, quand tu subis autant de violence, mais que ce soit elle ou une autre, ça m'étonne pas. Ou ce qu'on a vu avant avec le skinny talk sur les réseaux sociaux, je veux dire, ça joue sur la santé mentale aussi. Bien sûr. Mais Britney, moi, me fait de la peine. Je les vois, les vidéos. Elle me gêne, mais je lui jette pas la pierre. Elle me gêne parce que je me dis, ça se voit qu'elle est malade mentalement, bichette. En fait, j'ai de la peine pour elle. Ils l'ont dégommée, ils l'ont détruite, Britney. Ils l'ont détruite, mais comme plein de gens sur cette terre, sauf que elle, c'était une superstar. Donc tout le monde l'a vue. C'est ça. Voilà. Après, moi, j'ai pas tous les tenants aboutissants. Attention, je commence pas à faire l'avocate de Britney. Mais je veux dire, on voit bien que c'est pas... même comment ses enfants, tout... On voit bien que tout a été contrôlé, elle a pété un câble. Mais parce qu'elle a été contrôlée sur autant son statut, mais même aussi, elle a été hyper sexualisée. Le truc qu'il fallait qu'elle soit vierge, et puis... Il y a eu trop de trucs. Elle s'est fait déglinguer, la pauvre, franchement. Moi, j'ai beaucoup d'empathie pour Britney. Je la connais pas, bien sûr, donc voilà. Mais moi, elle me fait plus de la peine qu'autre chose. J'ai envie de dire bordel, free Britney alone. Pour faire une référence à ton livre Bordel, soyons libres, le premier. Et d'ailleurs, le deuxième livre s'appelle L'amour est un choix, 4 clés pour faire péter les verrous de son cœur. J'aime parce que tu fais pas dans la délicatesse. Et j'aime ça. Toujours, faut être direct. Ouais. Je philosophie pas, moi. J'essaie d'aller droit au but. J'adore. Merci, Harmonie Albertini. C'est qu'on a une petite tradition. À force, nous, on fait une interview par an. Voilà. Il y en aura d'autres. Mais attention. Oui, parce qu'au rythme où tu sors des livres... Je vais me calmer un peu, mais tu verras, il y aura des super projets, t'inquiète. Allez, si vous ne savez pas quoi lire, faites-vous tout simplement plaisir avec L'amour est un choix d'Harmonie Albertini aux éditions Solar. Harmonie, merci pour tout. Merci, ça. Vraiment, merci pour cette tradition qu'on continue de perpétuer avec chaque année en interview. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour vos commentaires, merci pour votre participation. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Vous prenez bien soin de vous. Bye bye et aimez-vous. Ciao.